Répétition de syllabes, blocage, prolongation de sons, mouvement involontaire. Ce sont là les symptômes qui décrivent le bégaiement dans toute cette suite d'accidents d'élocution, le plus souvent en relation avec une augmentation de tension. Diagnostiquée la plupart du temps par voie génétique, toute la famille Boli souffre de cet handicap. Chez nous, tout le monde bégaye, donc depuis le bas âge, ça a commencé. Mon papa même, dans cette même situation, il y a mes frères aussi. C'est ce qui nous gêne beaucoup, le regard des gens. Boli Kwame, âgé de 25 ans, avec un niveau BTS, souffre depuis 4 ans de ce mal oral. À cet âge, l'orthophoniste pense pouvoir lui redonner confiance par des cours de correction et un suivi avec un coach spécialiste. On peut guérir le bégaiement. Une fois qu'on décèle ou on dépiste un peu plus tôt et qu'on prend plus vite la personne en charge, on a 80% de chances de guérir cette difficulté. Cette difficulté-là peut avoir diverses raisons. La personne qui développe ce bégaiement-là a eu des désirs refoulés à l'intérieur d'elle-même. Donc ça peut être des frustrations. Ça peut être un manque véritablement de confiance en soi qui en réalité s'est développé par rapport au type d'attitude qu'on a vis-à-vis de la personne. On le devient également de façon génétique. Donc on peut hériter de parents eux-mêmes bègues cette difficulté à s'exprimer. Pour le président de l'association des bègues de Côte d'Ivoire, cette 18e journée internationale du bégaiement permettra d'attirer l'attention de l'État pour une prise en charge de ces personnes frustrées par cet handicap. Appuyer la production de films et vidéos pédagogiques, soutenir les projets de recherche et d'action sur la problématique de l'éducation à la culture de la paix, au total des recommandations à 3 niveaux, mise en œuvre des stratégies nationales en matière d'éducation à la culture de la paix, éducation à la citoyenneté mondiale et action prochaine du Centre régional d'éducation à la culture de la paix. Ce sont les résultats de 3 jours de travaux entre experts de 10 pays africains pour promouvoir l'engagement des jeunes dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble en Afrique. La Société des jeunes leaders a des prises de décision concernant leur avenir. Vraiment, c'est une aubaine, quoi. Nous œuvrerons dans le meilleur des possibles afin que cette paix soit une réalité. L'engagement des jeunes dans la promotion de la compréhension mutuelle et la consolidation de la paix, thème de cette conférence régionale qui a aussi permis la création d'un réseau pour la promotion de la paix en Afrique. Ses missions: fédérer les initiatives des organisations de jeunesse, promouvoir l'engagement citoyen, le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est un défi qu'on va accepter parce qu'on ne veut pas dire je, c'est une équipe et la réussite dépend de tout le monde et chacun de nous. Cette conférence régionale est une initiative de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Après une semaine de retraite, l'Ndongbole ou le tam-tam sacré est conduit chez le roi qui le remet ensuite au peuple. C'est donc parti pour une semaine de festivités marquée par les danses, les réjouissances, la critique sociale et les retrouvailles. Pour l'ouverture de la Bissa 2015, plusieurs personnes ont effectué le déplacement. Je suis un résident d'ici, donc c'est un peu notre carnaval de Rio. Donc chaque fois que l'occasion se présente, on aime bien venir voir l'ambiance et tout ça, quoi. Nous sommes venus déjà pour voir ce qui se passe exactement, parce que nous avons entendu parler, mais nous n'avons jamais vu ça de près, donc nous sommes venus voir exactement de quoi il s'agit. C'est la curiosité au fait, les gens en parlent, bon, on est venu voir qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Il y a la joie, on rit beaucoup, on rigole beaucoup. On a même vu des jeunes qui se sont déguisés en femmes. Bon, c'est intéressant. La Bissa, moment de communion fraternelle, mais aussi de bonnes affaires. Les hôtels affichent complets, les transporteurs se frottent les mains et il existe aussi un village gastronomique où les festivaliers viennent découvrir le savoir-faire culinaire du peuple Nzima et prendre également un pot entre amis ou en famille. Je fais poulet braisé, poisson braisé,
tout. On fait de la loco, ça marche très bien et c'est très bon. Pour ce lundi, la journée est dédiée à la jeunesse, considérée comme gage de la perpétuation et du dynamisme des familles. Les jeunes feront donc leur entrée dans la Bissa aujourd'hui, où ils seront présentés au peuple. L'affrontement est sans pitié. En Thaïlande, les combats de coqs sont une tradition vieille de plusieurs siècles et encore bien vivante. Chaque mois, ils sont des milliers à venir dans ce stade de la banlieue de Bangkok pour parier sur leur champion. Tout le monde aime les combats de coqs, on ne trouve pas ça violent, c'est comme un sport. Un sport avec des règles et des rounds. Les champions sont entraînés et soignés. On leur taille même les ergots pour éviter les blessures. C'est un sport qui va en quelque sorte avec la nature de l'animal. Ils se battraient de toute façon même si on ne les entraînait pas. Loin des arènes officielles, les combats clandestins ont aussi un public. Ils sont tolérés par les autorités, à condition, disent-elles, que les bêtes ne soient pas victimes de cruauté. On a des combats de coqs depuis longtemps, c'est la culture locale. Les différentes régions ont chacune leur espèce qu'ils emmènent au combat. Mais pour les défenseurs des animaux, la tradition ne justifie pas tout. On a interdit l'esclavage, les drogues, on essaye d'arrêter la prostitution. Mais en Thaïlande, il suffit d'évoquer la tradition pour pouvoir s'en tirer et continuer à faire des choses mauvaises, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Les coqs les plus combatifs peuvent se vendre plusieurs dizaines de milliers d'euros et les gains des paris dépassaient parfois les centaines de milliers d'euros. Ces combats devraient donc continuer en Thaïlande, comme dans plus d'une vingtaine d'autres pays où ils sont légaux ou tolérés. C'est le cas par exemple dans plusieurs régions françaises. Des arbres immenses, des nichoirs, des fleurs. On se croirait dans un parc, pourtant nous sommes dans un cimetière. Le premier cimetière écologique de France, ouvert l'an dernier à Niort. Honorer les défunts de la manière la plus naturelle possible, c'était la volonté de Dominique Baudin, le conservateur des cimetières de la ville. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est ce que nous allons laisser aux générations futures. Nous allons laisser des espaces funéraires où le granit est prédominant. Lorsque ces concessions à durée déterminée vont arriver à échéance, qu'allons-nous faire de ces matériaux? Comment allons-nous pouvoir recycler ces pierres tombales? Ici, pas de pierres tombales ni de caveaux, pas de gravier non plus dans les allées. Place aux végétaux, tous issus des friches de la ville. Les personnes inhumées reposent dans un cercueil non traité et leur tombe est recouverte de paillage ou de fleurs naturelles. Une petite pierre calcaire locale sert de pupitre pour le nom du défunt. Ceux qui préfèrent être incinérés ont le choix. On peut enterrer une urne biodégradable au pied des arbres ou bien disperser les cendres dans cet espace, sous l'œil bienveillant du gardien du temps. C'est quelque chose qu'on a voulu de très poétique, très spirituel en même temps, puisqu'on a quand même une mise en scène assez originale. Et c'est un espace où on se sent bien et où on ne vient pas en reculant comme dans un cimetière traditionnel. Ici, on vient s'y promener. C'est une autre vision de la mort qu'on a voulu communiquer. Sur les 4000 m² du terrain, une douzaine de défunts reposent déjà à l'abri des grands tilleuls. Ici, les produits phytosanitaires très utilisés dans les cimetières classiques pour désherber sont interdits. De plus en plus de personnes viennent le visiter, comme Claudette et Jean-Claude, totalement convaincus par cette initiative. J'ai l'impression que quand on arrive dans un lieu comme ça, il y a un prolongement heureux de repos et de détente. Laissons la terre aux vivants. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'encombrer des hectares et des hectares de terre qui ne serviront pas à grand-chose. Ouvert à tous, athées comme croyants de toute confession, le cimetière naturel a aussi un autre avantage, celui de proposer des obsèques beaucoup plus économiques. Une inhumation revient en moyenne à 2 000 € contre environ 4 000 € dans des cimetières traditionnels.